Merci à tous et bonsoir. On va d'abord présenter les invités les uns après les autres, en commençant par John Porter. Alors John Porter a un parcours assez incroyable. J'avoue que j'ai été un peu bluffé par téléphone quand on s'est parlé. Il est diplômé de Columbia, il est diplômé d'Harvard. Il a, et on en parlera, un doctorat de psychologie à la Sorbonne, ce qui est assez étrange parce qu'on peut se demander comment on peut avoir un doctorat de psychologie et se retrouver sur les marchés financiers. Et puis il a été senior économiste à la Banque mondiale, puis chez Moore, qui est un hedge funds, enfin chez Barclays. C'est tellement long le CV que je vous avoue que j'ai du mal sans note à m'en rappeler. Alors ma question pour vous, John, qui est maintenant patron de AXA IM, de toute la partie obligataire et fonds structurés, ma question c'est comment on peut, avec un doctorat de psychologie, arriver comme ça et être aussi passionné par les marchés, et qu'apporte finalement la psychologie au marché financier? Eh bien, merci beaucoup et bonsoir à vous tous. Merci d'être venus nombreux. Est-ce que ça marche? Et puis, effectivement, déjà, moi j'ai toujours dit, comment est-ce qu'on peut avoir une si longue carrière? Quand on a 60 ans, il faut faire quelque chose de toute façon. Donc, mais deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais en fait un enfant des années 60, donc en France, on peut dire 68 ans. Donc, si jamais je pensais que j'allais être dans les finances, je pense que je me serais supprimé il y a très longtemps. C'était pas ça mon but. Et puis, juste entre parenthèses, quand j'étais en France, en fait, j'ai passé 3 ans à l'école normale supérieure. Et quand j'ai dit, malheureusement, à un collègue que j'ai acheté ma première action quand j'avais 13 ans avec de l'argent que j'ai gagné en distribuant des journaux, il m'a traité de sale capitaliste. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Et j'étais presque d'accord avec lui. Donc, en fait, comment est-ce que je suis arrivé à faire de la finance? C'était tout à fait le hasard. J'avais envie de faire par la suite le service diplomatique aux États-Unis. J'avais en fait mon grand rêve, c'était d'être ambassadeur des États-Unis en France parce que j'aimais bien l'adresse. Et puis, j'étais invité là une fois. Et finalement, j'ai dit, OK, très bien, pour ce faire, il faut faire quelque chose peut-être plus pertinent. Donc, j'ai fait sciences économiques aux États-Unis. Et entre-temps, j'ai passé quand même l'été à faire un stage dans l'ambassade des États-Unis à Paris. Et finalement, c'était mon responsable qui m'a dit, à votre place, j'irai chercher un poste dans un organisme international comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire. Alors, j'étais pris miraculeusement à la Banque mondiale. Et finalement, c'était seulement à la fin. Donc, j'ai travaillé sur les pays en voie de développement. Ils n'étaient pas émergents à l'époque. Ils étaient submergents et ils tombaient jusqu'au fond. Et puis, c'était vers la fin, comme je n'avais pas envie de voyager autant parce que je m'étais marié, j'ai eu un enfant. Mes collègues m'ont dit, mais il faut aller dans le département des investissements parce que là, vous allez à New York au plus loin. J'ai dit, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, ils ont dit, mais il faut voir quand même. Donc, je me souviens, je passais l'entretien et je termine là-dessus avec, c'était un polytechnicien qui était à la Banque mondiale. Il traçait des courbes, en fait, des lignes, des traits sur les courbes. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça s'appelle l'analyse technique. Et je dis, et alors? Il dit, oui, on essaie de dégager les tendances, en fait, la force des tendances, etc. Et tout d'un coup, il y avait quand même une espèce de révélation, parce que j'ai dit, c'est exactement les graphiques qu'on produisait dans le laboratoire de psychologie aux États-Unis quand on conditionnait les pigeons et les rats. Donc, j'ai dit, je pense que j'en sais quelque chose. Et je termine juste par dire que pour moi, les marchés financiers, c'est uniquement de la psychologie, rien d'autre. Donc, vous ne regrettez pas un poste de diplomate? Il est peut-être toujours temps. À ma gauche, Gonzague de Blinière, que je connais depuis de très nombreuses années, qui est un peu le pape du private equity. On peut dire ça. Qui a un parcours aussi assez étrange parce qu'il a fait une licence de mathématiques après un DEA de physique du solide. Il s'est retrouvé à la BNP au début des années 80 en tant qu'analyste. Et puis très vite, il a bifurqué la Banexi. Il a créé Barclays Private Equity, qui était une structure qui a géré, je crois, jusqu'à 8 milliards d'euros
un peu moins, mais enfin dans ces eaux-là, dans les années 2008, et qui vient de créer Raise Investissement. Alors moi, j'ai envie de vous poser 2 questions, Gonzague. La première, comment là aussi on atterrit dans la finance après avoir fait de la physique? Des mathématiques, je veux bien, mais de la physique. Et Raise Investissement, il y a quand même un concept assez intéressant, c'est que vous redistribuez une partie des bénéfices de votre fonds à des œuvres philanthropiques, à des fondations. Je voudrais que vous nous expliquiez sur ces 2 thèmes en 2 minutes. Je sais que vous savez être concis, donc ça serait parfait. Alors, oui, donc j'ai fait effectivement un DEA de physique du solide parce que je savais rien faire d'autre à l'époque. Et moi, je me suis marié assez tôt. Je savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc, je suis rentré au départ à la Compagnie Générale d'électricité, un laboratoire de recherche qui était à Marcoussis. Et alors là, le monde de la recherche, pouf, je me suis emmerdé comme c'est pas possible. Et au bout de 6 mois, je suis rentré et j'ai dit à ma femme, j'ai démissionné. Elle était en panique. Donc, j'ai répondu à une petite annonce de la BNP. Je travaillais dans un département d'analyse financière. Voilà, ça ne m'a pas vraiment passionné. Et puis, je vous conseille d'ailleurs d'aller à la cantine parce que c'est grâce à la cantine que j'ai trouvé ce job. Je suis arrivé à la cantine, je me suis mis en face d'un type que je ne connaissais pas. Je lui ai dit comment tu t'appelles. Il m'a dit son nom. Je lui ai dit bah voilà, moi je m'appelle Gonzague. Voilà, je m'emmerde là où je suis. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit écoute, je fais du venture capital. Je dis bon, c'est quoi? Bah écoute, c'est génial. C'est pas ton pognon. Tu investis dans les entreprises. Et puis ce qu'il faut, c'est essayer de pas trop faire de bêtises. Il m'a présenté son patron parce qu'en fait, il quittait la boîte. Et c'est comme ça qu'en 1981, après l'élection de Mitterrand d'ailleurs, j'ai découvert ce métier et je l'ai adoré. J'ai aussi adoré la philanthropie entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'ai créé un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre sur Paris. C'est aider les startups. Et moi, ce qui me motive, c'est la création d'entreprises et l'entreprise. Et Raise, c'est quoi? Pour faire court, bon, j'ai quitté Equistone après être sécurisé sur celui qui me remplaçait pour gérer la boîte. Et je me suis dit, je voudrais aligner mes étoiles et et puis me mettre un peu debout sur ce pays qui est magique, avec des entrepreneurs magiques, et puis arrêter de me plaindre et d'essayer de transformer le French bashing en le French celebrating. Et je me suis dit, je vais réunir les plus grandes réussites françaises dans une structure d'investissement. Ce n'est pas un fonds, c'est un club, ça s'appelle Raise Investissement. J'ai 32 actionnaires qui sont des grands groupes, des grandes familles et des grandes institutions. Et puis, avec cette structure, je vais essayer de combler un trou de la raquette qui est de financer les ETI et les grosses PME qui ont besoin d'investissements de fonds propres minoritaires, mais long terme. C'est-à-dire que c'est des tickets de combien que vous mettez? C'est des tickets entre 10 et 30 millions d'euros. Un fonds, ça a une durée de vie de 10 ans. Au bout de 10 ans, on le liquide. Ben moi, dans 99 ans, je serai toujours vivant. Enfin, pas moi, mais la structure sera toujours vivante. Et puis, je voulais mettre aussi un deuxième trou dans la raquette, c'est aligner mes étoiles, c'est de dire, au fond, est-ce que je pourrais pas créer une structure où je fais un peu le give back de Warren Buffett et l'équipe que je constitue abandonne la moitié de son carry d'intérêt, donc la moitié de ces fameux super profits, donc à peu près 10% du résultat de la boîte, pour une fondation. Et donc, cette fondation, elle servirait pour aider les startups à grandir. Les grands se mettent ensemble pour aider les moyens à grandir, et la réussite des moyens se met ensemble dans cette fondation pour aider les startups à démarrer. J'ai été voir quelques grands patrons, vous verrez sur le site internet de Raise, qui sont des patrons du CAC 40, et je leur ai dit, moi, j'ai pas besoin d'une photo sur un pitch, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. J'ai envie de me mettre debout et d'essayer de créer cette sorte de banque publique d'investissement privée au service de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Grâce à ça, j'ai réussi à convaincre donc 32 actionnaires. On a 250 millions d'euros. Et combien d'investis? Alors, on a pour l'instant une 28 millions d'euros d'investis. Et puis, dans ma fondation, j'ai 18 millions d'euros, ce qui est quand même la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat en France. Voilà, donc c'est la synthèse d'une vie. J'espère que ça durera après moi. Moi, je suis super fier d'avoir fait ça. J'ai découvert à l'âge de 56 ans ce que c'était que faire une déclaration de TVA. C'est quand même pas mal pour un mec qui donne des leçons pendant des années aux entrepreneurs en tant qu'investisseur en private equity. J'ai rajeuni de 10 ans, parce que créer sa boîte, c'est absolument magique. Et puis, j'ai essayé de démontrer que finalement, quand on donne un sens à sa vie professionnelle, on peut attirer plein de jeunes talents, et j'ai des gens fantastiques. Et vous n'avez pas eu de problème pour les recruter, étant donné que vous donnez quand même la moitié des bénéfices à des fondations? Oui, mais enfin, si on réfléchit un instant, 10% de la plus-value, si on fait 2 fois la mise sur 300 millions d'euros, c'est quand même pas mal pour vivre.
Donc, ils ont... non, j'ai pas eu de difficulté pour les recruter. Je suis pas du tout passé par un chasseur de tête. Alors, j'avais pas de cantine, mais j'aurais bien aimé aller dans une cantine pour les recruter. C'est des gens qui m'ont écrit. J'ai lancé un peu un ballon à la mer à une conférence où j'ai dit que je cherchais 300 millions d'euros et une équipe. Les 300 millions d'euros, je les ai pas eu tout de suite, mais l'équipe, elle est venue assez vite. Voilà, et j'ai des jeunes, j'ai pas d'anciens de Dauphine, mais ça pourrait peut-être venir. Mais encore une fois, c'est un métier où ils partagent non seulement l'envie d'investir, parce que c'est un métier fantastique d'investir dans une entreprise, d'être minoritaire aux côtés d'une équipe qui gère de la croissance, qui va à l'export, qui fait des croissances externes, etc. Mais c'est aussi exceptionnel d'aider les startups à démarrer, parce que quand vous vivez, ce qui est mon cas, dans le monde des PME et des startups, on se dit que vraiment ce qu'on regarde à la télé, c'est juste pas la vraie vie. La vraie vie, c'est des gens qui créent, c'est des gens qui créent des entreprises, qui recrutent des gens, qui ont bien sûr des difficultés, mais en France, on est quand même le leader européen dans la création d'entreprises. 250 000 entreprises créées en 2014, non compris les auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est quand même magique. Voilà. Alors on va maintenant passer à Lionel Melquin. On va passer du private equity aux actions. Lionel, qui est un spécialiste des fusions-acquisitions, puisqu'après un diplôme à Dauphine, il a travaillé chez Lazard, chez Calion, chez Rothschild, avant de créer Bernheim Dreyfus en 2007, avec quand même une particularité, puisque la société a été créée en Suisse et elle est revenue 2 ans après en France. Donc vous allez nous expliquer pourquoi finalement vous faites l'inverse de ce qu'en font tous les chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'en général, on crée une entreprise en Suisse ou à Londres, on y reste, vous avez fait l'inverse, et vous allez aussi nous parler de ce que vous faites en termes de fusion-acquisition, comment se passe votre fonds, les encours, et surtout la stratégie en quelques minutes avant qu'on reparle globalement des marchés en général. Alors, bienvenue, merci d'être venu à la conférence. En 2 mots, alors la Suisse et la France, en fait, on était installés dans les 2 pays. Et à un moment, on a préféré regrouper tout le monde sur un seul site et on a choisi le site français. C'est la raison qui explique le déménagement. Vous auriez pu choisir le site suisse. Oui, mais on voulait payer beaucoup d'impôts et être régulé. Donc voilà, on a choisi la France. Le French contributing. Voilà, on était très patriote ou peut-être un peu maso, mais bon, on a choisi la France. En fait, voilà, en 2 mots, j'ai créé il y a 8 ans une société de gestion donc qui gère 2 hedge funds. L'un qui est spécialisé dans les stratégies autour des fusions-acquisitions. Ça consiste essentiellement à 2 sous-stratégies, brièvement. La première, c'est arbitrer les décotes de fusion-acquisition après une annonce. Quand un deal est annoncé, vous avez toujours une décote qui existe entre le prix d'offre et le cours de bourse. Cette décote venant rémunérer le risque que l'opération échoue. Et certains spécialistes comme nous viennent arbitrer ces décotes. La deuxième sous-stratégie, c'est une stratégie un peu plus spéculative qui consiste à identifier des cibles d'OPA, des sociétés qui peuvent se faire racheter à court ou moyen terme. Ça, c'est un premier fonds donc spécialisé dans les stratégies dites event-driven, donc événementielles, sur les événements qui affectent la vie des entreprises. On a un autre fonds qui a une stratégie un peu différente, qui a une stratégie qui s'appelle Global Macro. Dans l'industrie des hedge funds, vous avez plein de sous-familles. Et une de ces familles, c'est l'event driven. Une autre, c'est le global macro. Et ça consiste à tirer parti des grandes tendances macroéconomiques sur les taux, les devises, les différentes classes d'actifs. Vous nous donnerez quand même quelques pistes d'investissement, quelques actions achetées peut-être, oui, ou des actions que vous suivez sur lesquelles il pourrait y avoir une OPA. Je vais vous donner quelques tuyaux. Absolument. Et on finit par Mathieu Hamel, société QEdge qu'il vient de créer. Je crois que vous avez fait normal en économie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous considérez, quand on s'est parlé, vous m'avez dit que vous aimeriez être un hedge fund pour les particuliers. J'aimerais que vous nous expliquiez votre modèle et en quoi consiste votre société, puisque vous êtes finalement un jeune chef d'entreprise, tout en étant, je crois, enseignant à Dauphine. Oui, c'est ça. En fait, moi, je voulais commencer ma carrière dans la diplomatie économique. Donc, j'ai fait une start-up et on fait du global macro. Donc, finalement, j'arrive bien en dernier ici. L'idée, c'est d'avoir créé un site qui s'appelle mariecantier.com et dont l'objectif est d'offrir les technologies des hedge funds et des banques d'investissement disponibles, développées actuellement, au grand public. C'est-à-dire comment faire, pour être très précis, c'est du global macro avec les meilleures technologies, c'est-à-dire big data en temps réel, calcul de haute performance,
intelligence artificielle, le mettre avec une ergonomie qui soit suffisamment simple et intuitive pour qu'on puisse tous l'utiliser. Donc le but, c'est principalement les trentenaires qui ont besoin de constituer une retraite et qui n'ont plus envie de faire confiance à qui que ce soit. Ils ont envie de reprendre la maîtrise et ils n'ont pas non plus envie d'y consacrer trop de temps. Donc, l'idée de Marie Cantier, c'est offrir de la performance, n'avoir à y passer que moins de 15 minutes par an et le tout en 3 clics. Alors, en fait, le business model est lequel? C'est-à-dire que c'est un particulier. Moi, je suis particulier, par exemple, je veux travailler avec vous. Comment je fais? Quelle est la démarche? On va faire un peu de pub pour votre société, puisqu'elle est toute nouvelle. Juste en 2 minutes, comment ça se passe d'un point de vue concret? Donc, très concrètement, c'est comme sur Netflix ou n'importe quel site avec des abonnements. Donc, le premier abonnement, c'est 6,90 € par mois. Donc, c'est un coût le plus bas du marché pour obtenir un espèce de plugin que l'on branche sur un courtier en ligne. C'est comme si on avait une app hedge fund qu'on brancherait sur Boursorama. En l'occurrence, Boursorama, c'est malheureusement beaucoup trop cher, donc on ne travaille pas avec eux. Mais on travaille avec Interactive Brokers, qui est le leader mondial des courtiers en ligne. Donc, vous utilisez Marie Cantier, qui intervient comme une couche au-dessus de votre broker et vous pilotez tous vos investissements directement à partir du site. Donc, vous ouvrez un compte chez Marie Cantier, vous ouvrez un compte chez Interactive Brokers, demain Generali ou Crédit Mutuel pour l'assurance vie, pourquoi pas Natixis pour de l'épargne salariale, et ensuite vous gérez directement vos finances à partir de recommandations personnalisées que vous pouvez modifier, que vous pouvez vérifier et que vous pouvez enfin exécuter, et le tout très rapidement avec un confort d'utilisation habituel pour les applicatifs. C'est donc le mélange du trading automatisé avec la culture Apple et des applicatifs qui se développent actuellement. C'est donc une start-up du domaine des fintech pour technologie financière. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité économique et boursière, on a des taux d'intérêt au plus bas, à tel point que certains parlent de bulles obligataires. On a des marchés actions au plus haut. Et on peut se demander, est-ce que ce n'est pas maintenant le meilleur moment pour investir dans l'alternative, c'est-à-dire soit dans le private equity chez Gonzague, soit chez Lionel, en se disant que, étant donné qu'il y a très peu de rendement, il faut peut-être en trouver autre part. Et est-ce que ce ne serait pas l'alternative, finalement, le meilleur moyen de trouver du rendement? Alors, je vais me tourner vers John en lui demandant, John, est-ce que oui ou non, il y a une bulle actuellement sur l'obligataire et la même chose sur les marchés financiers? Et comment vous faites, vous, chez AXA IM en ce moment, pour trouver du rendement? Oui, donc, est-ce qu'il y a une bulle? Bon, je ne peux pas me prononcer sur ce que c'est qu'une bulle, mais je vous dis la chose suivante. Dans les années 30, la dépression aux États-Unis, le taux de chômage, 25%, de la véritable déflation, pas juste une baisse des prix pétroliers, et quantitative easing. En fait, le 10 ans américain, le rendement n'a jamais baissé en dessous de 2%. Je crois qu'on peut se mettre d'accord que quand on sort de cet amphithéâtre, il n'y a pas 25% de chômage, même si c'est la France. Bon, le pays vit, ce n'est pas la dépression. Donc, pourquoi est-ce qu'on est là? Ben, c'est très simple. Avec le quantitative easing qui était fait en masse, à commencer par les États-Unis, ensuite le Japon, ensuite Banque d'Angleterre, BCE, etc. Donc, ils ont mis une telle quantité d'argent en circulation que finalement, c'était comme un raz-de-marée qui a fait monter les prix de tous les actifs financiers. Vient se rajouter la réglementation. Donc, chez AXA, par exemple, moi, peut-être, je pense que c'est mieux d'acheter l'action AT&T dont le rendement dividende est de 4,5% plutôt que le Portugal, 10 ans, qui est moins de 2%. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer aujourd'hui que les 10 ans portugais est passé en dessous des 10 ans américains
alors qu'il y a 18 mois, ça frôlait les 10%. Pourquoi? C'est parce qu'avec la réglementation, le coût en capital décidé par le ministère des tutelles est beaucoup trop cher dans les actions par rapport aux obligations. Donc, on est forcé à acheter les obligations. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut acheter? Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a une bulle? Quand vous parlez des obligations, vous parlez des obligations d'État ou vous parlez des obligations corporate? Oui, Corporate, c'est les aussi. sociétés, et l'État, c'est par exemple les obligations allemandes, les obligations françaises. Exactement. Mais en fait, comme une société européenne qui achète de la dette souveraine européenne, le coût en capital, c'est 0. Alors, ça veut dire que le régulateur sait mieux que le marché ce qui est risqué, ce qui n'est pas risqué. Peut-être, peut-être pas. On va voir. Bon, le problème maintenant, c'est que comme il y a tel surinvestissement dans les actifs traditionnels, presque tout, que quand il s'agit de sortir, parce qu'il faut dire que les gens, ils ont acheté ces actions trop chères, enfin ces obligations trop chères. C'est un peu comme si, ça me rappelle le Nasdaq, bon, l'index de technologie aux États-Unis, fin des années 99, 2000, où les gens, ils achetaient des sociétés qui non seulement n'ont jamais fait de bénéfices, ils n'ont jamais fait de revenus, mais ils ont dit, oui, c'est la marque, c'est l'image de marque, etc. Donc, et on sait que le Nasdaq est passé de 5000 à 1200. Donc, je dis, bon, ça va, on peut toujours acheter le Nasdaq à 4500. Il ne faut surtout pas oublier de le vendre à 5000. Et il y en a très peu qui l'ont fait. Donc, c'est pour ça que je pense que maintenant, le monde des investissements, c'est très précaire, que les choses sont surestimées, surévaluées. Effectivement, ça va, on peut acheter en fait 5 ans allemands à des taux nominaux négatifs. Ça s'est produit pendant la dépression. Mais pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas faire confiance au secteur bancaire. Donc, au lieu de mettre l'argent dans les banques, ils ont mis l'argent dans les Treasury Bills. Bon, au-dessus de par... Les Treasury Bonds qui sont les obligations d'État, hein, on précise. Exactement, mais à très court terme. Donc, c'est un peu comme si on paie une location à l'État pour conserver son capital. Ça, je comprends, sur 30 jours, mais sur 5 ans, 10 ans, c'est sûr que si on achète et on garde jusqu'à échéance, on sera perdant. Il n'y a rien à faire. Pourquoi on va faire ça? Soit on doit le faire, on n'a pas le choix, ou sinon, on dit que c'est de la simple spéculation. Je m'en fiche si c'est cher. Si ça devient plus cher, je peux toujours vendre et réaliser une plus-value. Donc, c'est comme une matière première. Et le rendement, ça n'a même pas de sens. On achète un prix, on pense que le prix va monter. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir un problème énorme dans ce monde, un crack énorme, parce que quand il s'agit de sortir, il n'y aura pas la possibilité de sortir. Vous pensez que le crack viendra des obligations ou plutôt des actions? Est-ce que c'est des actions qui sont survalorisées? Non. Ou est-ce que c'est le marché obligataire qui va se retourner? C'est plus le marché obligataire. Parce que si jamais les gens qui sont axés sur la déflation, finalement, pensent que ce n'est plus la déflation qui est le problème, c'est peut-être l'inflation. Et les gens pensaient ça même en 2009, la première fois quand la Fed a fait tourner la planche à billets, juste entre parenthèses. Quand la Fed a commencé en mars 2009, le 10 ans se traitait à 2,50, mais quand les gens ils ont vu qu'ils tournaient la planche à billets, ils avaient peur et le 10 ans est passé à 4%. Et on n'était même pas sorti de la récession et le taux de chômage n'a pas atteint son apogée avant le mois d'octobre, à 10,2%. Donc finalement, si les gens pensaient qu'il y avait un problème d'inflation à cause de la création monétaire, est-ce qu'on peut quand même revenir à ce scénario 6 ans plus tard avec la reprise, un taux de chômage qui est passé de 10,2 à 5,5 et ça va toujours Vous parlez aux États-Unis, hein, précisons aux États-Unis. Mais normalement, les marchés suivent assez le marché. Je ne dis pas ça parce que je suis américain, mais normalement, s'il y a de l'inflation aux États-Unis, on peut quand même s'interroger, est-ce qu'il y a vraiment de la déflation en Europe? Donc, John, vous êtes assez inquiet. Ouais. On va passer à Lionel et après à Gonzague.
Lionel, inquiet ou pas sur les marchés actions, sur les marchés obligations? Et est-ce qu'il y a encore des opportunités actuellement sur les actions? Voilà. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Alors, pour rebondir sur ce que dit John, je pense que c'est important de distinguer quand même deux zones. Il y a la zone européenne où on est quand même dans un scénario qui ressemble un petit peu à ce qui s'est passé au Japon il y a 15 ans et où on pourrait rester, je pense, assez durablement dans un environnement de taux assez bas. Alors après, oui, quand la Banque centrale injecte autant de liquidités, il ne faut pas s'étonner de voir des taux. Aujourd'hui, vous pouvez prêter à l'État français à 10 ans à 1,5% par an. Vous allez toucher 1,5% chaque année, puis au bout de 10 ans, on va vous rembourser votre capital. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de logique. Mais ça traduit le fait que... Et pourtant, vous avez des investisseurs qui investissent. Vous avez des grandes compagnies d'assurance qui achètent... Mettez-vous à la place d'un trésorier d'une compagnie d'assurance ou d'un fonds de retraite. Il doit financer ses passifs qui sont assez longs. Il doit mettre l'argent quelque part. D'abord, par des raisons réglementaires liées à des réglementations dites Solvency 2, il est un peu obligé d'investir dans de l'obligataire. Donc, même si ça ne lui plaît pas, il est obligé d'en mettre. Il dit, mais ça ne me rapporte rien, il faut bien que je gagne autre part. Il regarde les actions, il se dit c'est au plus haut, j'ai peur. Est-ce que vous avez peur des actions en ce moment? Pas spécialement. Il regarde les actions, il dit j'ai peur, c'est haut, et puis de toute façon j'ai pas le droit, ça va me bouffer du capital. Et donc c'est la raison pour laquelle, c'était le débat d'origine, ce trésorier, il va avoir tendance de plus en plus à vouloir investir dans des actifs dits alternatifs, hedge funds, immobilier, fonds d'infrastructure, dette privée, Private equity, tout ce qui va pouvoir lui donner un surcroît de rendement sans prendre trop de risques. Donc pour John, la situation n'est pas idyllique. Pour vous, elle est plus idyllique? Alors, ça, c'était l'Europe. Aux États-Unis, clairement, alors là, je rejoins tout à fait John, on a les prémices d'une bulle obligataire. Parce que la croissance est là. On commence à voir presque des tensions inflationnistes sur les salaires. En tout cas, on les voit poindre. Et donc, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, les taux vont monter. Est-ce que c'est juin, est-ce que c'est septembre? Bon, plutôt septembre, peut-être octobre. Mais quand ça va monter, vous savez, ça monte en escalier. Et l'escalier peut être assez pentu. Et quand les taux vont monter, ça va faire mal. Gonzague, sur la bulle, alors obligataire, vous êtes moins spécialisé, mais vous connaissez quand même très bien ce marché. Est-ce que vous voyez une bulle sur les actions? Vous, je pense que vous devez recevoir énormément de dossiers d'investissement. Quel est un peu votre sentiment et comment ça se passe actuellement dans le monde du private equity? Alors d'abord, pour être un peu provocateur, je ne suis pas du tout d'accord avec John. Parce qu'il faut se prendre tout de suite. Voilà. Non, je vais vous dire juste un mot sur le private equity. Il y a 25 ans, il y a un quart de siècle, le non-coté, private equity, le non-coté, ça représentait à peine 2% des actifs du cumul des capitalisations boursières mondiales. Aujourd'hui, le cumul des capitalisations boursières mondiales, c'est environ 40 000 milliards d'euros. Le cumul des actifs non cotés, le private equity, c'est 8 000. C'est énorme. Donc il y a un déplacement colossal des liquidités sur le private equity. Alors, une bulle dans le private equity, non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le private equity n'est pas liquide. Nous sommes dans des entreprises non cotées. Quand on est actionnaire pour 2, 3, 5, 7 ans. Donc Par contre, là où il peut y avoir des bulles, et on a vu plein d'articles dans les journaux en disant c'est ces fameux LBO, c'est leverage buyout, où il y avait de la dette qui était levée pour faire des rachats d'entreprises. Il y avait des fonds qui se levaient pour acheter la dette. Enfin bref, chacun se rachète sa propre entreprise. Et là, il y avait un petit risque peut-être de bulle. Moi, j'y ai jamais cru. On a eu le risque de la bulle dans le private equity, on ne l'a jamais vu et je pense qu'on ne la verra pas. Un autre titre de journaux, c'était on a le mur de la dette. Il y a énormément de dettes sur les entreprises pour les LBO. On ne va pas y arriver. Moi, je n'y crois pas non plus. Et d'ailleurs, à la limite, s'il y a un problème de dette, finalement, c'est le fonds de private equity qui perd et c'est le banquier qui prend le capital. Donc voilà, c'est comme ça qu'on résout le problème. Donc voilà. Donc moi, je pense que le non-coté est un métier d'avenir. Il a incroyablement cru. Il y a énormément de liquidités qui existent sur le marché. Alors bien sûr pour vos métiers que je connais moins, mais qui sont liquides, mais aussi pour nos métiers. Quand j'ai commencé Barclays Private Equity en 92, on avait 50 millions de francs, 7 millions d'euros.
Donc la banque, elle avait l'impression de nous faire un geste colossal en nous donnant 7 millions d'euros pour faire... Et on a dit pendant des années, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher de l'argent auprès de tiers pour ces fameux LPs pour investir dans les entreprises dans lesquelles on voulait investir en France. Et finalement, au fur et à mesure du temps, on a eu l'accord de la Barclays, on a pu aller chercher ces fameux LPs qui sont des investisseurs spécialisés, entre autres dans nos côtés, et on a levé plusieurs fonds de plusieurs milliards d'euros. Avec peut-être la réserve quand même que dans le private equity, vous avez le temps qui joue pour vous. C'est-à-dire Voilà. que quand vous êtes dans les actions cotées, le temps joue contre vous si les marchés s'effondrent. Voilà, c'est Alors, dans le private equity, c'est pas du tout la même logique intellectuelle. C'est une logique complètement différente intellectuelle, c'est clair. C'est que quand on a une boîte qui a son résultat qui baisse, on ne peut pas ni la vendre ni faire autre chose. Donc, et quand elle monte et qu'on a envie de vendre, parce que le résultat nous semble fantastique, on peut essayer de vendre, mais ça se fait en 3-6 mois. Ça ne se fait pas comme ça en un clic. Sans être un spécialiste, et pour vous donner un peu le moral, parce que John me l'a un peu cassé, je ne crois absolument pas à une éventuelle crise. Pourquoi ? Premièrement, tout va très vite et tous les échanges des informations a complètement changé depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire un modèle ou une angoisse aujourd'hui en regardant ce qui s'est passé dans le passé. Donc c'est la première chose, c'est qu'il y a une circulation de l'information qui est extrêmement rapide. Deuxième chose, on a des outils qui sont des organismes avec de l'argent qui peuvent réguler les marchés. Et quand on voit quand même les moyens de la BCE, alors je parle pour l'Europe, les moyens de la BCE, le moyen de la BEI, le moyen du FMI, la façon dont la BCE contrôle les taux d'intérêt, je pense quand même que la crise, elle sera anticipée longtemps à l'avant parce qu'on la verra venir, et puis ils vont faire ce qu'il faut pour l'éviter. Donc je ne crois pas à cette crise parce qu'encore une fois, quand on voit, je ne sais plus, je crois qu'il y avait un article dans Le Monde qui disait que c'était près de 1800 milliards d'euros en Europe qui étaient prêts à être injectés sur les marchés. Donc quand vous avez quand même ces outils-là, je veux dire, et si je rajoute en plus les banques qui elles-mêmes sont régulées de façon d'abord débile, mais qui ont quand même de plus en plus de fonds propres, donc le risque au niveau des banques, on a failli s'en payer en 2009, finalement ça s'est pas si mal passé, le risque au niveau des marchés, je crois qu'on a... Par contre, si je voulais être un tout petit peu provocateur, acheter du liquide, c'est-à-dire du côté avec de la dette, que ce soit des actions ou des matières premières, ça je trouve ça dangereux. Donc moi ce qui m'inquiète dans le monde, c'est que les politiques n'ont pas le courage de dire il y a des moments où il faut arrêter de s'endetter pour acheter quelque chose de liquide. S'endetter pour acheter un bien immobilier, oui. S'endetter pour acheter des actions non cotées, pourquoi pas. Mais s'endetter pour acheter un bien liquide, là, on crée quand même un actif un peu artificiel qui est extrêmement fragile et dangereux. Donc moi, si j'étais roi du monde, ce que je ne suis absolument pas, je régulerais un peu ça. Plutôt que d'emmerder les banques avec des ratios bancaires qui les empêchent de prêter de l'argent, plutôt que de faire des régulations partout avec des taxes sur les transactions financières, moi je régulerais la capacité de s'endetter pour acheter du titre liquide. Parce que ça, je trouve ça dangereux. Mathieu, un commentaire peut-être sur les bulles ? Est-ce que vous sentez qu'on est à l'aube d'une bulle, aussi bien sur les actions que sur les obligations ? Donc il y a à nos yeux, chez Marie Cantier en tout cas, clairement deux mondes, le monde américain et le monde européen, avec des volumes qui sont complètement disproportionnés. C'est-à-dire que le plus important, ce sont les États-Unis. Les marchés financiers, c'est avant tout un gérant d'un pension fund à Austin, dans le Texas. C'est 36 000 milliards qui proviennent des fonds de pension américains. Donc ça correspond à 60% des fonds de la real money, ce qu'on dit sur les marchés. Donc ces 60% de ces fonds viennent des États-Unis. Le deuxième, c'est l'Angleterre avec 8%. Donc les marchés financiers, c'est avant tout la psychologie d'un gérant qui se trouve dans l'Idaho ou au Texas. Il y a clairement des dynamiques économiques qui sont différentes aux États-Unis et en Europe. Vous avez évoqué l'aspect un petit peu japonais du développement économique européen. Il est évident, c'est un problème de démographie avant tout. Il y a un risque démographique en Europe qui est la faible natalité allemande et qui condamne la Banque centrale européenne à avoir de multiples quantitative easing répétitifs pour compenser cette richesse qui n'est pas créée par les hommes. Donc, est-ce qu'il y a bulle ?
peut-être pas au vu de la pression déflationniste qu'il y a en Europe. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'une déflation qui dure trop longtemps, c'est catastrophique, puisqu'il n'y a plus aucune activité économique qui peut perdurer en cas de déflation. Donc il va y avoir des injections monétaires en Europe, soutenues, qui devraient maintenir la confiance et qui devraient donc faire repartir la croissance économique en Europe. Je me retourne vers John. Qu'est-ce que vous faites alors sur les marchés, John? Est-ce que vous êtes négatif? Vous nous avez angoissé? Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez quoi en ce moment? Parce que vous n'allez pas me dire que chez AXA IM, on n'achète jamais rien. Vous êtes présent partout, les actions, les obligues, les convertibles, les structurés. Qu'est-ce que vous faites actuellement, John? C'est ça le problème, je ne suis pas mon propre conseil. Non, mais je vais quand même répondre. Vous ne pouvez pas vous dérober à la question. Hein. Non, ça c'est sûr. Mais je maintiens quand même une chose, parce que déjà, il y a deux choses qui sont clés ici en ce qui concerne l'évaluation. On a parlé du Japon. Effectivement, j'ai suivi le Japon depuis très longtemps, à commencer quand j'étais à la Banque mondiale, quand les taux étaient 8%. Alors, ça, il ne faut pas oublier. Quand on compare le JGB, donc Japanese Government Bond, donc le 10 ans, avec le Bund ou le OAT, attention, parce que le Japon a connu de la déflation. La pire déflation que le Japon a connue, c'était pendant 10 ans, et c'était un demi-point de pourcentage par an. Donc, ils ont connu la déflation, 0,5, 10 fois de suite. Pendant ce temps-là, le rendement du JGB passait ou fluctuait entre 1% et 2%. Il n'y avait pas d'acheteurs artificiels ou non économiques, sauf que les banques, ils achetaient beaucoup parce qu'ils ne pouvaient plus prêter. Donc, ils achetaient énormément de JGBs. Donc, au moins, on peut dire qu'il y avait un tout petit peu d'achat artificiel. Bon, ça veut dire que pendant tout ce temps, le taux réel pour les Japonais, c'était presque en moyenne 2%. Bon, vous allez me dire maintenant, si tu achètes le Bund ou le OAT à 0,5, qu'au moins pour avoir un taux réel, il faut au moins un taux de déflation de 0,5%. Je vais vous dire une chose. S'il y a de la déflation en Europe pendant 10 ans, comme au Japon, l'euro ne va jamais survivre. Donc, voilà pour le Japon. Maintenant, le secteur bancaire. Je suis entièrement d'accord avec Gonzague, mais pour moi, c'est ça le problème, la réglementation. Ce qui change maintenant, quand il s'agit de sortir, en fait, de toutes les positions obligataires, contrairement aux actions où on peut passer par une bourse, là, il faut passer par une banque d'affaires. Alors, quelle est la différence maintenant par rapport avant la crise? Bon, il y a moins de banques. Bon, consolidation du secteur. Avant, il y avait Merrill Lynch et Bank of America. Maintenant, c'est Merrill Lynch, Bank of America. Et je vous dis, pour ceux qui sont matheux, dans ce cas-là, 1 plus 1 n'est pas égal à 2 et 1 plus 1 est peut-être même pas égal à 1. Ensuite, deuxième chose, donc moins de banques qui font des marchés, consolidation du secteur bancaire. Deuxièmement, la réglementation à laquelle Gonzague a fait référence. Bon, ça veut dire que pour chaque unité de risque, la banque d'affaires doit mettre de côté beaucoup plus de capital que par le passé. Donc, moins de banques et moins de risques. Troisièmement, il y a la réglementation comme la règle Volcker qui limite la période pendant laquelle la banque peut en fait stocker le risque. Donc, ça veut dire que comme si l'analogie, c'est comme on a laissé trop de monde dans cette salle, vous n'êtes pas 200 ou 100, vous êtes 3000, et puis le seul issue de secours, il y a un menuisier qui est en train de réduire la sortie. Donc, il va y avoir quand même des morts. Donc, dans quoi est-ce qu'on investit? Voilà. On essaie en fait d'investir dans les produits où les gens sont moins investis. Donc, je suis d'accord, on ne fait pas de private equity, mais je suis d'accord avec ça. Il faut maintenant aller vers ce qui est moins liquide, parce que ce qui est moins liquide peut devenir plus liquide par rapport à ce qui est plus liquide quand tout le monde veut sortir en même temps. Donc, on essaie maintenant d'acheter un peu de high yield US, parce que déjà, il y avait une grosse sortie au mois d'août. High yield US, ce sont des obligations corporate. Exactement. Pour nos amis étudiants. J'aime bien aussi les marchés émergents.
parce qu'il y a les gens, ils sont Alors, pas... donnez-nous des émergents. OK. Pour moi, Sortez de votre diplomatie, mon cher John. exactement. OK, très bien. C'est-à-dire que je fais très attention maintenant avec la montée du dollar. Je ne veux pas des pays qui sont hautement endettés et pas des pays qui ont des déficits négatifs sur la balance courante. Donc, j'aime bien des pays comme l'Inde, j'aime bien l'Indonésie, j'aime bien les Philippines, j'aime bien la Malaisie. OK. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui n'ont pas de problème de balance commerciale et pour l'instant, il y a une stabilité déjà politique. J'aime bien sur l'alternative, comme on en a parlé avant. Je préfère des loans aux bonds parce que loans, c'est moins liquide, mais au moins, ça fluctue moins et on peut avoir quand même une augmentation du rendement. Donc, je suis dans l'ensemble d'accord avec mes collègues. C'est juste que je prévois une crise qu'ils ne voient pas. Peut-être Lionel et après Gonzague. Lionel, sur les investissements en ce moment, est-ce qu'il y a encore des belles opérations en fusion-acquisition? Il y a eu des très belles opérations l'année dernière. Il y a eu la grande bataille boursière autour du Club Med. Il y a eu Publicis Omnicom qui a foiré pour des raisons de gouvernance et surtout d'ego. Il y a en ce moment Lafarge-Holcim dans le ciment. Il y a eu une opération hier aux États-Unis entre Kraft et Heinz. Est-ce que pour vous, il y a des affaires intéressantes? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Et quelle est votre approche finalement par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous regardez de façon... Je vais essayer d'être rapide. D'abord, on est clairement à l'orée d'un nouveau cycle de M&A. On a toutes les conditions sont réunies pour voir une accélération des volumes. Les taux sont bas. Il y a un besoin il n'y a pas beaucoup de croissance organique, donc il faut aller chercher la croissance par acquisition. Toutes les étoiles sont alignées pour voir une accélération des volumes de M&A et on les voit depuis maintenant une bonne année et demie, depuis en fait le discours de Mario Draghi. Donc l'environnement M&A est plutôt bon. Il y a des opérations qui ont foiré, ou certaines qui sont en danger. Lafarge-Holcim, ça va marcher? Oui. Ça va se faire. C'est lié à deux choses. D'abord, il y a les délais d'approbation entre le moment où une opération est annoncée et le moment où elle est consommée. Ces délais n'ont de cesse de s'amplifier et de devenir de plus en plus longs, notamment à cause des autorités de contrôle des concentrations. L'autorité antitrust aux États-Unis, Europe, et maintenant vous devez quasiment filer toutes les opérations en Chine, où il y a un processus d'approbation qui est assez opaque. Donc plus ça dure longtemps, plus on peut revenir sur... beaucoup de choses peuvent se passer, et puis on peut changer d'avis. Alors des noms maintenant. Et puis, et dernier point, les opérations dont vous faites mention sont des fusions d'ego. Et on sait en général que ça n'existe pas une merger of equals dans M&A. Il y a toujours un qui bouffe l'autre. Il faut que celui qui se fait bouffer l'accepte. Alors, juste maintenant pour répondre à la question. Nous, dans un de fonds qu'on gère, on essaie d'identifier des cibles d'OPA, donc des sociétés qui, à notre sens, pourraient se faire acheter à court ou moyen terme. Alors, excusez-moi, les critères, c'est quoi? C'est un capital atomisé? Voilà, il faut déjà, idéalement, que l'opération ne soit pas soumise au bon vouloir d'un actionnaire de contrôle. Donc, si le capital est atomisé, c'est plutôt bien. Si la société détient des actifs très intéressants pour des acheteurs, notamment des actifs non reproductibles, c'est très bien. Surtout, il faut qu'il y ait un potentiel de synergie pour un acheteur qui permette à l'acheteur de payer une prime et de quand même créer de la valeur pour ses propres actionnaires. Donc comment on fait pour trouver ces cibles? Déjà, on regarde les secteurs qui vont bien. Donc c'est évident que dans les secteurs qui sont... par exemple, aujourd'hui, dans l'énergie en Europe, tout le monde est à plein de dettes, il n'y a que des vendeurs, pas beaucoup de cibles. Par contre, il y a un secteur qui va très bien, c'est le luxe, par exemple. D'accord. Donc on identifie un secteur... Avec quand même des ratios de valorisation qui sont très élevés. Voilà, alors après, on va des regarder... PE en dessous de 20 dans le luxe, c'est pas évident en ce moment. Déjà, on identifie le luxe en se disant dans ce secteur, il y a de la confiance. Et la confiance est un élément essentiel au M&A. Et c'est un secteur qui va plutôt bien pour plein de raisons. Quand on a identifié le secteur, on essaie d'identifier l'acheteur. Donc là, il y a un acheteur assez naturel aujourd'hui qui est LVMH. Pourquoi? Parce que LVMH, c'est toujours construit par acquisition. Puis LVMH était occupé par Hermès pendant 2 ans. Et puis, je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton, mais le feuilleton Hermès a pris fin l'année dernière. Les actions ont été distribuées. Donc aujourd'hui, le groupe peut regarder autre chose. Il y a aussi Richemont qui potentiellement pourrait faire des acquisitions. Si on regarde LVMH, on se pose la question, quelle est la société qu'LVMH pourrait racheter qui serait la plus créatrice de valeur?
Et la réponse et ce qu'on pense, nous, et depuis un moment, c'est qu'il y a une société dans le luxe dont on ne comprend pas qu'elle soit encore indépendante. On se lève tous les matins en se disant c'est pas possible que cette société ne soit pas rachetée par un gros, qui est une société que vous connaissez sans doute, qui est Tiffany. Tiffany, c'est un leader mondial de la joaillerie, c'est une société qui a une image absolument incroyable. Je ne vous fais pas le Audrey Hepburn, Truman Capote, c'est Breakfast at Tiffany's, c'est la bague de fiançailles aux États-Unis. Enfin, John pourra en parler mieux que moi. C'est une société qui a un ADN absolument fantastique. C'est une société qui est très bien gérée, qui marche très bien aux États-Unis, plutôt bien en Europe, mais qui a un vrai problème, je dirais, stratégique, qui est le développement en Asie. Ils ne savent pas faire. Et c'est vrai que développer un réseau de boutiques en Asie, c'est pas simple. Clairement, cette société, elle est très bien toute seule. Elle aurait une valeur extraordinaire à l'intérieur du groupe LVMH. Et donc c'est le conseil du jour de Lionel. Voilà, je pense qu'en achetant l'action Tiffany, vous avez peu de chances de perdre de l'argent. Alors maintenant, peut-être une question pour Gonzague. Dans le private equity, quelle est la logique qui sous-tend vos investissements? Est-ce que vous avez une logique de fusion-acquisition à terme, ou c'est finalement de se dire on va rentrer dans une société et puis après on va la mettre en bourse quelques années après? Comment vous gérez un petit peu tout ça? Et est-ce qu'il y a quelques exemples sur lesquels vous pourriez faire rêver les étudiants avant qu'on entame les critiques sur les hedges? Alors, pour faire rêver les étudiants, d'abord, faites du private equity, c'est beaucoup moins compliqué que leur truc. D'abord, c'est très simple. Vous achetez des actions 100, vous avez entre 4 et 7 ans en vivant avec les managers pour qu'il y ait de la croissance et de la valeur qui soit créée. Et puis, quand vous avez un peu de chance, vous la vendez 300 et 400. C'est un beau métier. C'est vrai que c'est compliqué, leur métier. Non, le private equity, c'est en fait un couple entre un financier et une équipe d'entrepreneurs. Alors, soit on est majoritaire, soit on est minoritaire. Il y avait une étude qui avait été faite par la FIC. En fait, pour créer de la valeur, vous avez deux formules. Soit vous avez la croissance organique, soit vous avez de la croissance externe. Là où les fonds de private equity ou les sociétés de capital d'investissement sont forts, c'est qu'ils aident les managers à faire de la croissance externe. Et c'est là où on va plus vite. Mais il y a des métiers où la croissance organique est aussi existante. Exemple, on avait racheté à Accor le groupe Courtepaille. Courtepaille, on l'a racheté avec les managers. Ça, c'est un exemple que je cite à chaque fois qui est assez magique. Le type nous dit, l'équipe de management qui était dirigée par un monsieur qui s'appelle André Motte, qui avait commencé à travailler à l'âge de 15 ans, il ne savait absolument pas ce que c'était qu'un LBO, il ne savait absolument pas ce que c'était un fonds d'investissement. Nous, on est venus, on lui a dit, écoutez, voilà, c'est simple, on va mettre de l'argent pour acheter la boîte, on va mettre un peu de dette parce que c'est idiot de mettre tout en capital, puis on va faire un truc qui est génial, c'est que chaque patron de Courtepaille, eh ben, on va les mettre comme actionnaires, comme ça, il va avoir l'impression d'être motivé et il va se dire, bah, finalement, je travaille aussi un peu pour moi-même et je n'ai pas que mon salaire comme devant moi, j'ai aussi, je peux faire un peu de capital. Et André Motte nous a dit, bon, c'est pas mal. Et en plus, on l'a fait au moment de la crise de la vache folle. Donc, acheter Courtepaille au moment du crise de la vache folle, c'était pas simple. Finalement, on l'a fait. Vous avez investi combien et vous êtes sorti avec combien? Je me souviens plus des chiffres, mais je sais qu'il y avait 100 restos, je vais vous le dire. Il y avait 100 restos. Quand on l'a revendu, on en avait un peu moins que 200. On avait fait deux choses, aucune croissance externe. On avait transformé une bonne partie des toits de chaume en cuivre, parce que la prime d'assurance était moins chère, monsieur AXA. Et puis, on avait des gens extrêmement motivés. Donc, on a fait 2,8 fois la mise. Et en combien de temps? En 5 ans, je crois. En 5 ans. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la création de valeur interne. Voilà, c'était sympa parce que tout le monde en a profité. Et on a quand même 130 personnes qui ont pu être actionnaires et profiter de la plus-value. Il y a d'autres exemples où on arrive à un moment où nous, on sent quelque chose qui peut être magique pour l'entreprise. Un exemple, c'est une filiale d'Alstom qui s'appelait Alstom Power Conversion, qui était une boîte qui était plutôt en perte. Elle faisait 20 millions d'euros d'EBIT négatif. Et cette boîte avait un problème, c'est que premièrement, la communauté européenne avait obligé Alstom de céder cet actif parce qu'Alstom était au bord du tableau de bilan et n'avait plus la capacité de gérer des garanties pour faire du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand vous vouliez faire du chiffre d'affaires avec Alstom, vous étiez obligé de donner une garantie bancaire. Et Alstom n'avait plus les moyens de donner cette garantie bancaire. Donc, nous, on est arrivés, on a dit, bah, écoutez, enfin, c'est le management qui nous a conseillé en disant, écoutez, il faut le faire. Et on
On a donné ces garanties bancaires, le chiffre d'affaires a redémarré et on est passé en gros de moins 20 millions d'euros d'EBIT à plus 200. Donc on avait mis 60 millions d'euros, on a récupéré 1 milliard. Ça fait x15 en combien de temps? En 4 ans. On a refait un investissement de 300 millions d'euros aux côtés des managers et on a refait 1 milliard en vendant à General Electric. Merci General Electric. Ça, c'est un syndrome incroyable dont je me souviendrai toute ma vie, c'est que les gens ne comprenaient pas et pensaient qu'il y avait de la tricherie, que c'était un scandale, etc. Donc ce qu'on a fait avant d'externaliser cette plus-value qui était exceptionnelle, juste pour vous dire, il y avait une équipe de 3 cadres qui avait mis 600 000 euros, 3 cadres, 600 000 euros, qui avaient récupéré ensemble tous les 3 plus d'1 milliard. Donc ça, c'était hallucinant. Et en fait, c'était plutôt une bonne nouvelle parce qu'on crée de la richesse, on crée des plus-values, ces gens allaient payer de l'impôt, etc. Donc il a fallu qu'on aille voir les pouvoirs publics, le MEDEF, les gens qui comptent dans ce pays pour leur expliquer attention, il va y avoir une opération qui va sortir, c'est une opération incroyable, ça arrive une fois dans sa vie, enfin, en tout cas moi ça m'est arrivé une fois dans ma vie, en 30 ans de private equity, donc on n'a rien à voler à personne, c'est plutôt une belle histoire, et si on racontait ça comme une belle histoire. Bon, on a eu beaucoup de mal. Voilà. Donc, la création de valeur dans le private equity, on a un peu de temps, il faut avoir un peu de chance. C'est vrai que les build-up, la croissance externe, c'est assez magique, mais il faut une équipe de management top parce qu'une boîte moyenne avec une équipe de management top, ça marche. Une boîte fantastique, mais avec une équipe de management moyenne, ça marche pas. Et la sortie naturelle n'est pas la bourse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rester dans des sociétés, les adosser sans qu'il y ait une introduction en bourse. Moi, ça fait 20 ans que j'essaye de me battre pour qu'en bourse de Paris, on puisse avoir des sorties naturelles, puisque le monde du private equity est fait pour mettre ses actions en bourse. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que contrairement aux anglo-saxons, il y a une espèce de défiance naturelle où l'analyste qui voit un fonds comme Barclays Private Equity ou Raise qui pourrait mettre en bourse une de ses boîtes et qui, dès l'introduction en bourse, met 40% de sa ligne, là, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils n'ont plus confiance, ils ont la trouille, etc. Il y a eu des bons exemples avec Elis et Eurasio, par exemple, récemment. Oui, mais on les compte sur les doigts d'une main, ouais. C'est ça le truc. Alors qu'en Angleterre ou aux États-Unis, mais c'est naturel. La sortie naturelle, tant qu'on n'avait pas expliqué aux analystes français que la sortie naturelle d'un fonds de private equity, c'est la bourse, on aura du mal. En plus, il y a une réglementation française qui est un peu française, quoi. Elle est un peu compliquée. On est obligé de déclarer plein de choses, donc ça rend compliqué l'introduction de bourse. Et c'est vraiment dommage parce qu'on pourrait alimenter et rendre cette bourse parisienne beaucoup plus active. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits avec le second marché, etc. Bon, mais ça n'a pas été franchement un grand succès parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont cotées et qui ne devraient pas être cotées. Alors maintenant, on va passer, avant de passer aux questions. Mathieu, oui. Créer un peu de controverse, mais Uber là, c'est trop valorisé Uber. Uber, c'est trop valorisé. Il y a une bulle complète là. Alors, je ne sais pas s'il y a une bulle, mais Uber, vous savez comment ça marche Uber. Hein. Il y a, je crois, dans le monde 500 salariés. Uber n'a aucun actif. C'est une application Apple. Chaque taxi parisien sont des auto-entrepreneurs. Donc les voitures n'appartiennent même pas à Uber. Et Uber est capitalisé, je crois, 40 milliards. 40 milliards. Fois 100 en 2 ans et demi. Voilà, 40 milliards. Donc quand Henri Decastre, le patron d'AXA, pense que, je ne sais pas combien ça capitalise, AXA c'est 180, je crois, c'est ça? Bon, voilà, 40 milliards, 500 salariés, AXA 180, c'est compliqué. Je ne sais pas où est la vérité, je ne sais pas comment voir les choses. Tout ce que je sais, c'est que les gens qui ne se remettent pas en cause sur leur business model face à toute cette arrivée du numérique, à mon avis, se mettent en risque. Henri Decastre, il a fait un truc génial, c'est qu'il a dit, je crois, finalement, Google connaît mieux mes clients que moi, donc on arrête, je remets complètement à plat mon business model, je recrute les 2 meilleurs jeunes aux États-Unis ou en France dans le numérique, et vous me refaites mon modèle en partant de zéro. Et je pense que c'est lui qui a raison, plutôt que se mettre en défiance en attaquant Google pour ceci, ou Facebook pour cela, ou Twitter pour cela. Donc voilà, il faut vivre avec son temps. Donc, oui, la vérité, je ne sais pas. Alors, avant de passer aux questions de la salle, on va parler des critiques autour des hedge et du private equity. Et là, il y a une première critique. On a vu par exemple en Argentine un fonds vautour qui s'appelle Elliott et qui a refusé la restructuration de la dette argentine. On a aussi beaucoup de controverses autour de l'euro où on dit que c'est les hedge funds finalement qui ont entraîné la débâcle de l'euro. Alors, est-ce que vous pensez que ce sont les hedge qui initient le premier mouvement ou est-ce que ce sont finalement les hedge qui profitent d'une situation incertaine ou inefficiente pour agir ? En grosso modo, est-ce qu'il y a une responsabilité des hedge funds ? Qui veut commencer ? Gonzague. Je crois un peu quand même.
Je crois un peu, parce que dans un monde où finalement faire de l'argent avec de l'argent, ce que je dis est assez pratico-pratique et pas très technique, mais je crois que dans un monde où on veut faire de l'argent avec de l'argent, à une vitesse de la nanoseconde, avec des montants extrêmement élevés, avec des effets de levier sur ses propres acquisitions, je crois que c'est dangereux. Donc je suis... D'ailleurs, je vous rappelle qu'au moment de la crise de 2009, l'État français a été moteur dans l'initiative sur l'Europe. Pendant 3 mois, on n'a pas pu acheter avec de l'effet de levier des titres cotés. Oui, c'était des banques même. Voilà. Et ça, c'est ce qui a évité que ça plonge encore plus vite. Donc, je ne sais pas où est la vérité, mais ce que je crois, c'est que les masses monétaires sont tellement grandes. Vous avez des actifs propriétaires d'actifs cotés qui, pour la totalité de leurs actifs, il y a 20 en fonds propres purs et 80 en dette. Ces 80 en dette, ils appartiennent bien à quelqu'un, ils appartiennent à des banques. Donc si eux dévissent, les banques vont souffrir. Si les banques souffrent, c'est les entreprises à qui les banques prêtent qui vont souffrir. Et si les entreprises à qui les banques prêtent souffrent, finalement c'est les particuliers qui, soit parce que les avoirs sont perdus ou perdus pour une partie, soit parce que les entreprises n'ont plus accès à la dette. Donc je crois qu'on a été trop loin. Et je pense que malheureusement, les politiques ne bougent pas parce qu'il y a des banques qui sont trop grosses. Goldman Sachs est une banque trop grosse. Goldman Sachs fait un peu la pluie et le beau temps aux États-Unis. Et je ne suis pas sûr que Barack Obama est complètement libre de ses faits et gestes. Il est obligé de passer 2 coups de fil avant d'essayer quelque chose. Donc on a arrivé des tailles qui sont trop grandes. Donc, tous ces hedges profitent quand même d'un mouvement assez négatif dans les pays. C'est-à-dire que quand Soros, par exemple en 92, attaque la livre sterling, c'est qu'il y avait quand même un problème en Grande-Bretagne. Il n'attaque pas un actif solide quand même. Il gagne de l'argent sur les erreurs ou sur les déficits ou sur les mauvais résultats des pays ou des entreprises. Bon, après... Mais est-ce que ça, c'est immoral pour vous ? Moi, je pense qu'il faut réfléchir à quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas éternellement laisser tout faire. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je pense que la seule chose qu'on puisse faire, c'est encore une fois, c'est réglementer la capacité d'endettement d'un outil qui veut acheter quelque chose de coté, quelque chose de liquide. Ça, c'est pour moi fondamental, parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver à avoir chacun les mains dans la poche de l'autre dans un espèce de cambouis inextricable, où si un jour il y en a un qui dévisse, ça va entraîner tous les autres. D'ailleurs, encore une fois, regardez ce qui s'est passé en 2009, on a interdit de le faire pendant 3 mois. Et ils ont failli le faire aux États-Unis aussi. Donc je pense que c'est ça qu'il faut réglementer. Je ne sais pas ce qu'en pensent les grands spécialistes. Peut-être Lionel, sur les critiques autour des hedges, et puis après John. C'est un vieux débat... qui revient sans cesse. C'est pas un vieux débat, c'est un débat. Allô ? Oui, ça marche. Oui, je suis pas tout à fait d'accord. Regardons les grandes masses déjà. Première chose, regardons les grandes masses. Je crois que Thomas les a cités tout à l'heure. Aujourd'hui, l'industrie des hedge funds, c'est à peu près 8000 fonds qui gèrent grosso modo 2600 milliards de dollars. Bon, ça paraît des grosses sommes. Les actifs financiers mondiaux dans le monde, c'est 200 000 milliards de dollars. Donc les hedge funds représentent à peu près 1,3% des actifs financiers mondiaux. Dire que ces gens-là, avec 1% des actifs mondiaux, vont déstabiliser tout le système, ça me paraît être un raccourci un peu rapide. Après, ces 8000 hedge funds, qu'est-ce qui se passe chaque année ? C'est une industrie, peu de gens le savent, il y a à peu près entre 500 et 1000 fonds qui naissent chaque année, des nouveaux fonds qui arrivent, qui se lancent. Il y a à peu près entre 500 et 1000 fonds qui disparaissent. Disparaissent parce que les performances sont pas bonnes, parce que l'équipe s'est pas entendue. Par an. Donc c'est une industrie où il y a pratiquement 10% de mortalité par an et 10% de natalité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un hedge fund qui faisait faillite ? Celui de M. Strauss-Kahn. Oui, lui, il est mort avant d'être né. Il est mort né. Par contre, quand une banque fait faillite, vous en entendez parler. Parce qu'il y a des effets collatéraux très importants, les banques sont imbriquées, et je dirais aujourd'hui le risque qui vient plus des banques, qui sont les organismes les plus réglementés dans le monde, que les hedge funds, qui sont peu régulés, mais qui, à mon sens, ne font pas courir de risques systémiques. Après, sur les problèmes en Argentine, la baisse de l'euro, je dirais,
quand vous êtes malade, vous pouvez accuser le thermomètre, de dire que vous avez 41 de Non, mais ce qu'on accuse, quand par vous exemple, êtes moche, vous pouvez accuser le miroir. sur Mais le grosso fond modo, Elliott, ce qu'on accuse, c'est que l'Argentine est en défaut de paiement, en quasi dépôt de bilan, et qu'en refusant cette émission obligataire, le fonds Elliott, qui est un fonds vautour, a englué le pays dans la nasse. Ce que demande Elliott, c'est de respecter un contrat. Il y a un contrat de dette qui a été écrit, l'Argentine a pris des engagements, et Elliott ne demande que d'enforcer ces engagements. John, sur le rôle des hedges. En fait, j'étais chez More Capital ici à Paris quand... qui était un hedge fund dans les années 90, qui existe encore d'ailleurs. Exactement, macro, effectivement, très bien réussi. Et c'était à l'époque quand Jacques Chirac a sorti la phrase célèbre « Le hedge fund, c'est le sida du monde financier ». Alors, je n'irai pas jusque-là. Et je suis d'accord avec Lionel, parce que je pense que pour moi, la manière, effectivement, c'est de dire, écoute, si on peut profiter d'une situation, bon, ce n'est pas moi qui ai créé cette situation, pourquoi est-ce que je ne devrais pas en profiter? Donc, il y a peut-être une part de responsabilité civique, je ne sais pas. Bon, Soros, j'étais là quand il a fait tout ça, et je me suis dit, OK, si tu demandes aux Anglais le fait d'être sortis de l'euro, ils ont dit, on est tous très contents. Donc, qui est-ce qui a payé de l'autre côté? Bon, effectivement, la Banque d'Angleterre peut-être a perdu quand même beaucoup d'argent, mais attention, il ne faut pas oublier que c'était en 1999 où Gordon Brown, le ministre des Finances, Chancellor of the Exchequer, a dit finalement, je pense que l'or ne vaut rien, je ne sais pas pourquoi on a tout cet or. Donc lui, il a liquidé presque tout le stock d'or du Royaume-Uni à un niveau, c'était quelque chose comme $365 l'once, et là on l'a vu passer à 1800. Donc on n'a pas dit, mais M. Brown nous a appauvris. Moi, je pense que c'est plus ou moins la chose comme avec les impôts qui a fait couler beaucoup d'encre. Si on suit la loi et par le prix de transfert, etc., on arrive à minimiser sa facture fiscale, est-ce que ça c'est déloyal, comme a fait Starbucks et tout ça en Angleterre? Je crois que c'est ça la question. Bon, il y a une loi, mais si on dit oui, mais ce n'est pas dans l'esprit de la loi, c'est là où l'État devient trop important en disant on fait les règles a posteriori et finalement on peut pas opérer si les règles ne sont pas claires. Et normalement, effectivement, tous les capitalismes, c'est basé sur la loi contractuelle. Ceci dit, il y a quand même une partie de responsabilité sociale. Alors, il y a des critiques aussi concernant la transparence et la liquidité. C'est-à-dire, grosso modo, quand on investit dans un fonds de private equity, mon cher Gonzague, c'est très difficile d'en sortir quand on veut. Structurellement, un fonds de private equity, il dure 10 ans et à la fin de la 10e année, normalement, il est liquidé. C'est-à-dire que... Mais on a quand même 10 ans où on est bloqué, sinon il y a des pénalités, enfin bon... Bah oui, parce que non, des pénalités, non, on est collé avec quelque chose que voilà, on peut pas sortir. En fait, le private equity, encore une fois, c'est du non-côté. Mais je reviens un instant sur ce que dit John. Moi, ce que je vois, c'est la vraie économie. Je dis pas qu'il y a une fausse économie, mais l'économie des entreprises. Il y a 3,4 millions d'entrepreneurs en France. Parlons que de la France. Ce sont des entrepreneurs qui créent des emplois, qui créent du business, qui créent de la TVA, et ces gens-là, ils ont besoin de flux financiers avec leurs banques. Ce que je trouverais parfaitement injuste et anormal et pas éthique, c'est qu'une crise financière due à qui on veut, aussi bien que le private equity d'ailleurs, ait une incidence sur ces gens-là. C'est ça la limite, à mon avis, parce que finalement, le monde de la finance, c'est peu de gens avec énormément de capitaux. Et le reste du monde, c'est beaucoup de gens avec peu de moyens. Donc c'est ça la difficulté du système. Tout à fait d'accord, et je pense que le problème, c'était surtout, et ça a été réglé depuis, notamment par la loi Volcker, c'est les prop desks des banques. C'est-à-dire que des banques prêtent à des gens, à des fonds de private equity, à des hedge funds, avec des systèmes de contrôle de risque qui sont très très pointus. C'est-à-dire que moi, quand je vais acheter une action Tiffany et que je demande au prime broker de me prêter de l'argent, il va faire des études très poussées pour regarder à quel niveau il peut me prêter, et si le cours baisse, je vais avoir des appels de marge, etc. Ce qui était un petit peu choquant, ça a été remédié depuis, c'était qu'à l'intérieur des banques... C'était l'affaire Kerviel. C'est l'affaire Kerviel. Qui jouait grosso modo avec l'argent des déposants. C'est clair.
Et là, c'était si je gagne, j'ai un gros bonus, et si je perds, c'est pas grave, c'est la banque qui casque. Moi, j'ai vécu chez Barclays ça d'assez près. Sur la transparence, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Je veux dire, quelqu'un qui passe un seuil de 5% en bourse est obligé d'expliquer qu'est-ce qu'il veut faire, qui il est, pourquoi il achète, enfin quelle est sa stratégie. Je pense que dans le monde du non-coté, on devrait être beaucoup plus transparent. Et à partir du moment où un fonds d'investissement ou une structure d'investissement investit dans une boîte non-cotée, il faut qu'il se déclare qui il est, d'où il vient. Et puis le reporting, enfin moi j'ai fait beaucoup d'IPO dans une vie antérieure. Les reportings, c'est pas facile de les avoir de la part du private equity. C'est quand même... Ça l'est pour les LPs ou pour les... Non, pour les gens qui ont souscrit au fonds. Oh si, généralement quand même on essaye d'être assez ils sont suffisamment chiants pour que Parce que dans le côté il y avait beaucoup de... Oui, mais dans le non coté, bon alors c'est moins public. On nous a souvent reproché d'être pas public. Par exemple, quand on a fait des opérations assez visibles, on nous demandait combien vous avez payé, combien vous avez mis de dette, sur quelle durée ça va être. Effectivement, on était plutôt un peu timoré en disant faut pas le dire, mais au contraire, ne pas le dire, ça crée une espèce de schizophrénie ou d'inquiétude. Je pense qu'il faut être plus transparent, ça c'est vrai. Mais les actionnaires ou les LPs, les investisseurs des fonds, sont quand même suffisamment... D'abord, vous savez, ils ne mettent pas d'argent, ils ne mettent pas l'argent dans un fonds, et ils nous étudient pendant 6 mois. Parce qu'il y a quand même des particuliers qui investissent aussi. Ah oui, bien sûr. Dans tout ce qui est les fonds cotés, les particuliers n'ont pas accès à toute l'information. Ça, c'est tout ce qui est, je pense que tu veux dire FIP, FCPI, exactement, les trucs fiscaux. Oui, mais ça, c'est le capital risque étatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu risques 100 dans un FIP ou FCPI, déjà, tu es à 65 d'avoir fiscal, donc finalement, c'est comme si tu avais mis 35. Donc la plupart de ces FIP ne valent plus 100, mais valent 65. Le client est vachement content parce qu'il est passé de 35 à 65, mais la performance est complètement nulle parce qu'il a baissé de 35%. Ça, c'est sûr qu'il y a un souci là-dessus. D'ailleurs, on s'en sortira jamais parce qu'on est obligé de racheter par des FIP nouveaux. Les FIP anciens, parce qu'on a l'impression qu'on tourne en boucle avec ce problème. Là, c'est sûr qu'on tourne en boucle. Mais il faut être plus transparent. La transparence, ça donne la confiance. Et la transparence dans les hedges ? Il y avait aussi beaucoup de critiques. On disait, bon, par exemple, un Global Macron, on ne connaît pas vraiment sa position, c'est assez compliqué. Alors, bon, il y a une tradition... Global Macron, ce sont des fonds qui peuvent, par exemple, acheter de l'Ukraine, vendre de la Turquie en face, ou acheter du secteur automobile, vendre du secteur de la chimie en face, qui peut faire un peu tout ce qu'il veut. Il fut une époque où certains gérants disaient à leurs investisseurs, écoutez, je sais faire, je n'ai pas besoin de vous raconter ce que je fais, c'est une black box, et puis vous inquiétez pas, vous allez faire 30% par an. Cette époque est complètement révolue. Donc, je dirais aujourd'hui, un fonds qui n'est pas un minimum transparent avec ses investisseurs ne survit pas. Après, il faut voir. Il y a des choses qui ne posent aucun problème. Quand avec son Tiffany, tout le monde peut en acheter. J'empêche personne d'en acheter. Il y a des positions un peu moins liquides ou un peu plus exotiques où il y a forcément une transparence qui est un peu moins élevée. Mais grosso modo, il y a eu beaucoup d'efforts faits depuis la crise. Et donc, sous la pression des investisseurs. Vous, chez Bernheim, pour ouvrir un compte, comment ça se passe ? Si un particulier, par exemple, veut ouvrir un compte, comment ça se passe ? En tant que société de gestion de droit français, on ne peut pas recevoir des fonds. D'accord. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller à votre banque et acheter des parts de FCP ou d'un fonds autre. Et vous aurez des parts du fonds dans votre compte et l'argent sera investi dans le fonds. D'accord. Et pareil, chez Gonzague, comment on fait ? Si moi, je veux investir dans Raise Investissement et que je ne suis pas payé 5 millions d'euros minimum. D'accord. Donc, ce qui limite quand même les... Voilà. Et puis, il faut être une société, il ne faut pas être un particulier, parce que comme je suis un CIF, il faut que ce soit quelqu'un de professionnel. Donc, je n'ai pas le droit de prendre un particulier. Voilà.